Bonjour chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui nous sommes le 10 décembre 2020. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par votre ami Alok. Tout d'abord, les grands titres. La cybersécurité et la médecine militaire sont au premier plan de nos défis aujourd'hui, dit le ministre de la Défense Rajnath Singh. Premier ministre Narendra Modi inaugurera la convention Pravasi Bharatiya Divas le 9 janvier 2021. Les alliés de Maduro remportent 91% des sièges du Congrès du Venezuela après les élections. Les manifestants en Arménie assiègent le Parlement et demandent la démission du Premier ministre. Le chef de l'ONU met en garde contre le nationalisme vaccinal. Le Royaume-Uni et l'Union européenne vont reprendre les négociations commerciales sur le Brexit. Les gens avec une histoire d'allergie ne doivent pas prendre le vaccin Pfizer, dit le régulateur britannique. L'Iran fait une liste noire de l'envoyé américain au Yémen en réponse à la liste noire de l'ambassadeur iranien. Les Nations Unies avertissent que le conflit en Éthiopie est hors de contrôle. Et en France, le cabinet français approuve la loi visant l'extrémisme. Maintenant, les nouvelles en détail. Le ministre de la Défense Rajnath Singh a assisté aujourd'hui virtuellement au 10e anniversaire de la fondation de la réunion des ministres de la Défense de l'ANAZ+. Dans son discours, M. Singh a dit que la cybersécurité et la médecine militaire sont au premier plan de nos défis actuels. Il a ajouté qu'une autre étape notable a été l'adoption du document conceptuel sur l'extension de l'infrastructure de communication directe de l'ANAZ au Pays+. M. Singh a également déclaré qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts afin de faire face aux menaces du bioterrorisme, du trafic national et des maladies pandémiques. Le ministre a ajouté que notre capacité de répondre collectivement aux défis de la région en se fondant sur les principes fondamentaux de la liberté, de l'inclusion et de l'ouverture définira notre avenir. Il a déclaré que les menaces contre l'ordre fondées sur des règles, la sécurité maritime, les cybercrimes et le terrorisme, pour n'en nommer que quelques-uns, restent les défis que nous devons relever en tant que forum. L'ADMM+ est une plateforme pour l'ANAZ et ses 8 partenaires de dialogue, l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, la Russie et les États-Unis pour renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense pour la paix, la stabilité et le développement dans la région. Le Premier ministre Narendra Modi inaugurera la convention de Pravasi Bharatiya Divas le 9 du mois prochain. Compte tenu de la pandémie COVID-19 en cours, la convention se tiendra en format virtuel. Le président indien Ram Nath Kovind prononcera le discours d'adieu à la diaspora. Le site web de la 16e Pravasi Bharatiya Divas 2021 a été inauguré hier par le ministre d'État aux Affaires extérieures V. Muralidharan. Le thème de cette année est la contribution à Atmanirbhar Bharat. Les gagnants du quiz Bharat Ko Janiye, connaître l'Inde seront également annoncés lors de la session inaugurale. Les prix Pravasi Bharati Samman seront également annoncés pour honorer d'éminents Indiens d'outre-mer pour leur contribution à divers domaines en Inde et à l'étranger. Au Venezuela, les alliés du président Nicolás Maduro ont remporté 91% des sièges de la législature à la suite des élections dimanche qui étaient boycottées par l'opposition et désapprouvées par les États-Unis et l'Union européenne. Les chefs de l'opposition et la plupart des pays occidentaux ont déclaré que l'élection avait été empilée en faveur de Maduro, qui aurait été critiqué pour son bilan en matière de droits de l'homme et pour avoir sapé la démocratie afin de rester au pouvoir. Les candidats du Parti socialiste au pouvoir et des partis alliés ont remporté 253 des 277 sièges du nouveau Parlement,
selon les chiffres publiés hier sur le site web du Conseil national électoral. En Arménie, des milliers de manifestants ont marché hier vers le bâtiment du Parlement dans la capitale pour demander la démission du Premier ministre du pays, Nikol Pashinyan, pour sa gestion des combats avec Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh. Les opposants à Nikol Pashinyan sont en colère contre un accord de paix qui a mis fin à 6 semaines de combat dans la région séparatiste qui a vu l'Azerbaïdjan prendre le contrôle de vastes zones contrôlées par les forces arméniennes pendant plus d'un quart de siècle. Les partis de l'opposition arménienne ont donné à Pashinyan un ultimatum pour démissionner mardi, mais il a ignoré la demande, défendant l'accord de paix comme une mesure amère mais nécessaire qui empêchait l'Azerbaïdjan d'envahir toute la région du Haut-Karabakh. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti hier que le nationalisme des vaccins évoluait à toute vitesse dans certains pays. Il a déclaré que les habitants des pays en développement du monde entier surveillaient les préparatifs du déploiement des vaccinations contre le coronavirus dans certains pays riches. Il se demande si et quand ils seront vaccinés. Le chef de l'ONU a appelé à plusieurs reprises à ce que les vaccins soient traités comme un bien public mondial accessible à tous sur la planète. Il a lancé un appel pour 4,2 milliards de dollars au cours de 2 prochains mois pour un programme de l'Organisation mondiale de la santé visant à acheter et à fournir des vaccins contre le virus aux plus pauvres du monde. Le Royaume-Uni et la Russie vaccinent déjà les gens. Aux États-Unis, le vaccin Pfizer pourrait obtenir le feu vert pour une utilisation d'urgence dans les prochains jours. Le vaccin a été approuvé par le Canada hier. Le dîner réunion de 3 heures entre le Premier ministre britannique Boris Johnson, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à Bruxelles s'est terminé sans aucune avancée dans la résolution des problèmes en suspens concernant le Brexit. Les deux ont donné aux deux parties 4 jours de plus, jusqu'à dimanche, pour mettre fin à 4 ans de différends diplomatiques et pour finaliser des accords commerciaux, alors que la date limite se termine le 31 décembre. Le Royaume-Uni a voté pour quitter l'Union européenne en 2016. Les deux dirigeants ont eu 2 longs appels téléphoniques et un dîner de 3 heures en moins d'une semaine. Johnson s'est envolé pour Bruxelles dans l'espoir d'insuffler un nouvel élan aux négociations bloquées sur des questions telles que les droits de pêche et les règles de concurrence. Le régulateur britannique des médicaments a déclaré que toute personne ayant une histoire d'allergie à un médicament ou à un aliment ne doit pas prendre le vaccin Pfizer-BioNTech. Les conseils sont venus un jour après que le Royaume-Uni est devenu le premier pays dans le monde cette semaine à commencer la vaccination contre la COVID-19. June Wren, directrice générale de l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, a déclaré que la deuxième dose ne devait pas administrer à toute personne qui a eu des allergies après la première dose du vaccin. Toute personne avec une histoire d'anaphylaxie à un vaccin, un médicament ou un aliment ne devrait pas recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech, a-t-elle déclaré. L'Iran a imposé des sanctions contre l'ambassadeur américain au Yémen un jour après que l'administration du président américain Donald Trump a mis sur la liste noire l'envoyé iranien dans le pays ravagé par la guerre. Les sanctions sont intervenues un jour après que l'administration du président sortant, Trump, avait mis des sanctions à Hassan Irlou, l'ambassadeur iranien au Yémen. Les États-Unis ont décrit Irlou comme un officier dans la force Qud du corps des gardiens de la révolution islamique et un envoyé du gouvernement iranien auprès des rebelles Houthis au Yémen. L'Iran soutient les militants Houthis qui essayent d'évincer le président yéménite Abd-Rabbu Mansour Hadi, venu au pouvoir en 2011 à la suite des soulèvements du printemps arabe. Tandis qu'une coalition soutenue par les États-Unis et rejointe par les adversaires de l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis,
soutient le gouvernement de Hadi. Le chef des droits de l'homme des Nations Unies a hier prévenu que la situation en Éthiopie devenait hors de contrôle avec un impact effroyable sur le peuple et a mis l'accent sur le besoin urgent d'une surveillance extérieure. Le chef des droits de l'homme de l'ONU, Michel Blanchet, a décrit la situation d'extrêmement inquiétante et instable. Les combats ont été signalés dans les zones entourant la capitale du Tigré, Mekelle, et les quartiers de Sheraro et Aksum. L'Éthiopie, cependant, a rejeté les appels à des enquêtes indépendantes sur les combats meurtriers dans sa région de Tigré. La déclaration du gouvernement est intervenue au milieu des appels pour plus de transparence à l'égard des combats qui durent depuis un mois entre les forces éthiopiennes et le gouvernement régional de Tigré qui aurait tué des milliers de personnes, y compris des civils. Un haut responsable du gouvernement éthiopien, Redouane Hussein, a dit aux journalistes à mardi que l'Éthiopie ne demanderait de l'aide que si elle pensait d'avoir échoué à faire une enquête de sa part. Entre-temps, le Premier ministre Abiy Ahmed, aux côtés du président kenyan Uhuru Kenyatta, a inauguré une méga autoroute liant le sud de l'Éthiopie au port kenyan de Mombasa. Et en France, le cabinet français a approuvé un projet de loi visant à lutter contre le radicalisme après une récente série d'attentats par des extrémistes. Le projet de loi constitue la partie d'une politique à long terme du président Emmanuel Macron à défendre les valeurs laïques, resserrant les règles sur l'enseignement à domicile et les discours de la haine. Certains critiques en France et à l'étranger ont accusé de cibler la religion par le projet de loi. Mais le Premier ministre Jean Castex l'a décrit comme une loi de la protection qui libérerait les musulmans de l'emprise des radicaux. Il a insisté sur le fait que le projet de loi n'est pas visé contre des religions ou contre l'islam en particulier. La loi est considérée comme une réponse à la décapitation du professeur Samuel Paty en octobre. Paty, 47 ans, a été tué par un attaquant solitaire après avoir montré aux étudiants des dessins animés sur le prophète Mahomet. Chers auditeurs, c'était notre bulletin d'information. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio Delhi. Nous allons maintenant vous présenter le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire se porte sur Invest India, qui a remporté le prix de la CNUC pour la promotion des investissements. Invest India est l'Agence nationale de promotion des investissements de l'Inde. L'Organisation des Nations Unies, CNUC, a déclaré Invest India comme lauréat du prix des Nations Unies pour la promotion des investissements 2020. Ce prix reconnaît et célèbre les meilleures pratiques des agences de promotion des investissements API à travers le monde. La CNUC a évalué 180 API et a déclaré Invest India vainqueur. Cette semaine, la cérémonie de remise des prix a eu lieu au siège de la CNUC à Genève. Le prix des Nations Unies pour la promotion des investissements est le prix le plus convoité pour les agences de promotion des investissements. Les anciens lauréats du prix avant l'Inde étaient la Corée, Singapour et l'Allemagne. La CNUC est une institution centrale qui surveille les performances des API et identifie les meilleures pratiques mondiales. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les agences de promotion de l'investissement passent de la facilitation des investissements business as usual à la gestion des crises et à l'articulation des mesures de pandémie d'urgence économique du gouvernement. Ces services promotionnels sont réalisés dans la plateforme numérique en ligne et ont demandé au personnel de travailler à domicile. La manière dont les API ont répondu à la pandémie de COVID-19 a été le critère prédominant pour l'évaluation du prix 2020 des Nations Unies pour la promotion des investissements. La CNUC a nommé une équipe de suivi et d'évaluation des ripostes de l'API à la pandémie en mars 2020. Les Nations Unies ont publié les meilleures pratiques des agences de promotion de l'investissement dans l'Observateur de l'API en avril et juillet 2020. Ces publications mettaient en évidence les stratégies commerciales à long terme,
la sensibilisation des parties prenantes, reconstruction d'entreprises et sensibilisation des fournisseurs. Ils ont élaboré l'engagement des médias sociaux et ciblé les équipes d'intervention COVID. Les meilleures pratiques d'Invest India telles que la plateforme d'immunité des entreprises, la série de webinaires du forum exclusif sur l'investissement ont été désignés par la CNU7 comme des meilleures pratiques. Invest India a également partagé des stratégies et des pratiques à long terme pour la promotion, la facilitation et la rétention des investissements lors des séances de réflexion du haut niveau de la CNU7. Dans un récent webinaire sur la série de discours du Jubilé d'or du département de la science et de la technologie intitulé De l'autre côté de la pandémie, organisé par le Conseil national pour la communication scientifique et technologique et Vigyan Prasar, le vice-président de Niti Aayog a déclaré que l'économie indienne sera parmi les meilleures économies du monde dans les prochaines années en utilisant la science, la technologie et l'innovation dans tous les secteurs, rebondissant peu après les effets de la COVID-19. Le secrétaire du département a souligné que le département de la science et de la technologie a aidé l'économie indienne à croître au rythme souhaité en utilisant les innovations, la science et la technologie et les startups. Les universités centrales du Cachemire, du Sikkim et de l'Assam ont créé des centres d'excellence pour la recherche sur le changement climatique. Le vice-président de Niti Aayog a mentionné qu'une destruction créatrice s'est produite pendant la pandémie, que la pandémie de COVID-19 a changé beaucoup de choses et a montré de nouvelles façons de faire les choses. Il a ajouté que cette métamorphose allait rester dans le monde post-COVID. Il a souligné l'importance d'un système économique innovant dans le monde post-Covid. Selon les dernières estimations du PIB de l'Organisation nationale des statistiques, l'économie indienne après la Covid a été en mode de reprise après le premier trimestre. Le vice-président de Niti Aayog, Dr. Rajiv Kumar, a déclaré que l'économie indienne rebondirait dans les prochains trimestres à cause des effets des perturbations de la COVID-19. Il a également partagé une opinion très optimiste selon laquelle l'économie indienne croîtra en moyenne de 7 à 8% dans les 20 à 30 prochaines années. Il a également déclaré que l'Inde pourrait devenir la troisième économie en importance d'ici 2047. Le gouvernement s'est engagé à des réformes structurelles en Inde comme l'amélioration de la facilité de faire des affaires, un écosystème d'innovation où chaque élève a accès aux outils et possède des tendances innovantes. Les efforts économiques et politiques du gouvernement consistent à ouvrir davantage de fenêtres pour que l'Inde puisse profiter du vide actuel dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Dans le même temps, le gouvernement se concentrerait sur les réformes visant à créer un environnement propice pour les startups, les micro, petites et moyennes entreprises, ainsi que d'autres entreprises et propulser un marché mondial pour les produits locaux. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio Delhi. Vous venez d'écouter le commentaire qui a été rédigé par Dr. Lekha S. Chakravarti et traduit par Savita Pitaneja. Chers auditeurs, nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité. Merci.